amis, bienvenue à ce nouveau module d'enseignement du cancer de la prostate, donc module du CCAFU Online, consacré aux nouvelles stratégies chez le patient porteur d'un cancer de prostate hormonosensible et résistant à la castration métastatique. Autour de moi, pour discuter de ce cas clinique et des différentes options thérapeutiques, Philippe Busbock, oncologue et membre du CCAFU, et Jean-Baptiste Beauval, avec lequel nous allons discuter, en partant tout de suite de ce cas clinique, patient de 63 ans, sans antécédent notable, avec un tableau de douleurs diffuses depuis 3 mois, une hospitalisation, un dosage du PSA à 1144, des biopsies, un adénocarcinome de score 9 de Gleason, une scintigraphie que vous voyez qui montre une hyperfixation diffuse du squelette axial et appendiculaire, et sur le scanner, l'absence de lésion viscérale. Donc la question qu'on se pose chez ce type de patient aujourd'hui, c'est le standard de traitement, JB. Le standard de traitement chez ce patient donc métastatique hormonosensible, c'est l'hormonochimiothérapie, et cela grâce à 3 essais. Le premier, c'est l'essai Chartide, publié dans le New England Journal of Medicine, qui montrait comme critère principal la survie globale, une amélioration de la survie globale dans le groupe hormonochimiothérapie de 13,7 mois par rapport au groupe hormonothérapie seul. Je vous mets ici des courbes qui sont les courbes des sous-groupes, du groupe haut volume et du groupe bas volume, avec une différence encore plus nette dans le groupe haut volume, puisqu'il y a un bénéfice sur la survie globale de 17 mois dans le groupe haut volume traité par hormonochimiothérapie. Le deuxième essai est un essai français, l'essai GTUC15, qui également, c'est une phase 3 randomisée avec le même design, hormonochimiothérapie versus hormonothérapie seule. Le critère principal est le schéma de droite, la survie globale, et cet essai est négatif sur la survie globale. Il était positif par contre sur la survie sans progression clinique et sur la survie sans progression biologique. Enfin, à la fin de ces 2 essais, la question était de savoir du coup si on pouvait proposer à nos patients une hormonochimiothérapie, en sachant qu'il y avait un essai négatif et un positif. Un 3e essai est venu arbitrer cette situation, l'essai anglais, que vous connaissez tous, Stampede, un essai multibras qui, pour cette occasion, pour cette publication, s'intéressait à 4 bras. Un bras hormonothérapie qui était le SOC, c'est-à-dire le standard of care, un bras SOC plus docétaxel et un bras SOC plus docétaxel et acide zoledronique. Ici, vous avez sur la courbe le résultat de la survie globale, qui était le critère principal, SOC plus docétaxel avec un bénéfice en survie globale dans ce groupe-là vis-à-vis du groupe standard of care. Donc finalement, on a 3 essais, dont un bras supplémentaire puisqu'il y avait l'acide zoledronique, qui ont été poolés dans une méta-analyse qui a été publiée avec Chartide, GTUC15 et Stampede et qui est fortement en bénéfice pour l'hormonochimiothérapie. Alors qu'est-ce que ça a changé dans nos pratiques ? Ça a changé que les recommandations en 2016 du CCAFU ont été modifiées pour cette population métastatique d'emblée, avec la proposition de grade A chez ces patients de proposer l'hormonochimiothérapie en première ligne, bien sûr discuter d'abord de façon collégiale et de discuter également en stratégie avec le patient. Le CCAFU est revenu sur les détails de ces recommandations et surtout sur le détail de ces études, puisque tous les patients ne sont peut-être pas éligibles à une chimiothérapie d'emblée. Et surtout, on s'est aperçu que les patients qui avaient une faible masse métastatique étaient peu représentés dans cette étude et du coup peut-être avaient également un meilleur pronostic sous traitement hormonal seul. Concernant les patients qui sont devenus métastatiques, je vous rappelle que les recommandations sont en faveur du métastatique d'emblée. Ce qu'ils deviennent, cette population est sous-représentée dans les études et donc il n'y a pas de conclusion pour l'instant dans ce sous-groupe. Finalement, il faut essayer également avec l'oncologue, puisque maintenant tous les patients sont adressés à l'oncologue, de discuter la toxicité de cet accès et savoir si le patient est éligible à la chimiothérapie. Enfin, il ne faut pas oublier que les patients dans les essais sont des patients sélectionnés et que finalement, nous allons maintenant proposer à ces patients, puisqu'il s'agit d'une recommandation de grade A, une hormonochimiothérapie sur une population large non sélectionnée et donc il va falloir surveiller. C'est une année particulière pour le cancer de prostate métastatique, cette situation, puisque finalement rien n'avait changé depuis quasiment l'après-Deuxième Guerre mondiale. On était sur un standard de déprivation androgénique. On a l'arrivée du docétaxel, qui est une première révolution dans la prise en charge de ces patients-là. Et là, nouveauté à l'ASCO 2017, 2 publications, une étude Latitude et une étude Stampede qui vont révolutionner les pratiques qu'on va voir. La première, c'est l'étude Latitude. Ces 2 études, Latitude et Stampede, elles posent la question de l'intérêt
d'ajouter de l'acétate d'abiraterone à la suppression androgénique chez les patients qui sont métastatiques. L'étude Latitude qu'a présentée Karim Fizazi en session plénière, c'était un grand moment de l'ASCO, et une étude qui s'intéresse à des patients qui sont métastatiques, hormonosensibles et qui sont des patients à haut risque. Et on reviendra sur le détail de ces patients. C'est une étude qui est très simple dans son design, très claire, et qui pose une question extrêmement simple et pertinente, avec une randomisation 1 sur 1, un groupe de patients qui est traité par suppression androgénique et acétate d'abiraterone avec 5 mg de prednisone, on y reviendra, et puis un groupe témoin avec deux critères d'analyse principales qui sont la survie globale et la survie sans progression radiographique. Un point particulier de cette étude, c'est qu'elle s'intéresse à des patients qui sont très graves. C'est des patients qui sont dits à haut risque dans cette étude et qui ont au moins 2 des 3 critères suivants, c'est-à-dire soit un score de Gleason supérieur à 8, soit la présence de plus de 3 lésions osseuses sur le bilan d'extension osseuse, essentiellement la scintigraphie, soit la présence de lésions viscérales. Et ce qui est important de noter dans cette étude, c'est que la grande majorité, c'est quasiment 95% des patients, sont porteurs d'un score de Gleason 8. Et donc, c'est des données qui sont intéressantes puisque ça pose notamment la question de l'effet de l'abiraterone chez ces patients qui sont à haut Gleason. Et ces résultats, ils sont spectaculaires. On voit les résultats en termes de survie globale avec une réduction de 38% du risque de décès, une étude qui est avec un résultat qui est très significatif. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on regarde cette population, notamment quand on regarde le groupe témoin, on voit que la survie médiane, qui est de 35 mois à peu près dans cette étude, est très similaire à celle qu'on a vue dans l'étude chartée, de l'étude des hauts risques, qui montre que ces patients-là sont des patients qui sont avec un niveau de gravité qui est à peu près comparable. Vous voyez qu'il y avait 66% de patients qui étaient vivants à 3 ans dans le groupe abiraterone plus suppression androgénique versus 49% dans le bras témoin. Les courbes qui montrent la survie sans progression radiographique sont encore plus spectaculaires, avec une amélioration de 53% du risque. Et tous les critères secondaires étaient positifs dans cette étude. Ce qui fait qu'à partir de cette étude qui a non seulement été présentée, mais publiée dans le New England le jour de sa publication, on note une amélioration significative de la survie globale, avec une réduction de 38%, un allongement significatif, encore une fois, de la survie sans progression radiographique, un profil de tolérance qui est très acceptable, et qui était le profil de tolérance qui était connu dans les études COO 301 et 302 chez le patient résistant à la castration. Et cette étude va dans le sens d'un nouveau standard pour ces patients qui sont à haut risque, donc un nouveau standard acétate d'abiraterone, plus suppression androgénique pour ces patients qui sont métastatiques d'emblée, hormonosensibles. Le deuxième point marquant à l'ASCO cette année, ça a été la publication de l'étude Stampede qui explore exactement la même situation clinique et qui pose la même question. Donc Stampede, JB en a parlé, c'est une étude qui n'en finit pas chez des patients qui ont une indication d'hormonothérapie, chez lesquels on va tester différentes options, et notamment l'option de l'acétate d'abiraterone. Et dans cette étude qui pose la même question avec le même design, c'est-à-dire un groupe traitement hormonal versus un groupe traitement hormonal plus acétate d'abiraterone, on a des différences dans la population qui est traitée. La population de Stampede est beaucoup plus hétérogène. C'est une population qui a une indication d'hormonothérapie, dans laquelle on trouve des patients qui sont métastatiques d'emblée, dans laquelle on trouve des patients qui sont N+, et dans lequel on trouve des patients à haut risque, avec au moins 2 des critères que vous voyez sur la slide. Et puis, il est intéressant de noter qu'il y avait un petit groupe de patients qui sont des patients porteurs d'un cancer de prostate traités localement par de la radiothérapie ou de la chirurgie, qui vont évoluer secondairement et qui seront traités dans ce cadre-là. Les résultats de Stampede, ils sont exactement similaires à ceux qui sont observés dans l'étude Latitude, c'est-à-dire qu'ils donnent un gain de survie de 37%. Vous voyez les 2 courbes en survie globale. Le résultat est très nettement significatif. Et je dirais que ce sont les résultats en termes de survie sans récidive qui sont encore plus spectaculaires, puisque là, on a une amélioration de 71% des patients. Donc 71% des cas, c'est quelque chose qui est majeur comme résultat en cancérologie. Et là encore, tous les critères secondaires étaient positifs.
Alors, ce qui est important de voir également dans cette étude, comme il y a des groupes, comme cette population est hétérogène, avec des patients métastatiques, des patients non métastatiques, quand on regarde le sous-groupe des patients qui sont métastatiques, là, les résultats sont clairs, il y a une amélioration qui est notable. C'est-à-dire qu'on a une amélioration de la survie globale, de la survie sans récidive. Les résultats sont moins nets chez les patients qui sont non métastatiques, puisqu'on n'a pas d'amélioration en termes de survie globale. Mais ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Donc au total, dans cette population qui est très hétérogène, puisqu'on a à peu près la moitié des patients qui sont métastatiques, mais un groupe différent, on voit que l'acétate d'abiraterone associé à la suppression androgénique va apporter un bénéfice en survie globale, 37%, un bénéfice en survie sans rechute, 71%, et un bénéfice sur les événements osseux symptomatiques dans plus de la moitié des cas. Donc, on peut conclure de ces deux études que l'acétate d'abiraterone, en association à la suppression androgénique, devient un standard de traitement chez le patient qui est porteur d'un cancer de prostate, métastatique d'emblée, hormonosensible. Et ce sont les propositions qu'on a faites au CCAFU de modification des recommandations qui étaient juste imprimées et qu'on doit modifier très rapidement. Avec Philippe, un mot sur l'utilisation de l'acétate d'abiraterone peut-être. Voilà, je crois que maintenant il va falloir prendre en compte cette nouvelle indication, se l'approprier et donc savoir surveiller les patients, sachant que par rapport à l'utilisation habituelle de l'acétate d'abiraterone, où on utilisait 10 mg de prednisone, là, vous voyez, la dose a été réduite à 5 mg, ce qui expose un tout petit peu plus au risque d'hyperaldostéronie, c'est-à-dire on peut avoir un peu plus d'hypokaliémie, un peu plus d'hypertension artérielle, même si celles-ci sont généralement modérées. Il faudra donc avoir une surveillance sur cet axe. L'autre chose qu'il faudra surveiller, c'est comme le traitement va être maintenant plus prolongé que celui qu'on avait en phase métastatique résistante à la castration, voir les données sur le cœur. Donc il va falloir, là aussi, avoir cette surveillance, alors avec le médecin généraliste ou avec le cardiologue s'il y a un terrain défavorable. Et peut-être aussi sur l'os si jamais on va vers des traitements très très prolongés. Parce que associé à la privation hormonale, il est évident qu'on risque d'aggraver l'ostéoporose. Mais malgré tout, vous voyez que par rapport à ce qu'on connaissait de la surveillance en phase de résistance à la castration, les données sont assez rassurantes dans les deux études. Donc ça, c'est le point sur le patient métastatique hormonosensible. Il y a un moment, malheureusement, où le patient devient résistant à la castration. Et on voit sur cette diapo la définition actuelle de la résistance à la castration, qui sont des patients qui sont avec des taux de testostéronémie qui sont au seuil de castration et avec une progression biochimique confirmée sur plusieurs prélèvements ou une progression radiologique. Dans cette situation JB, est-ce qu'il y a encore une place pour les manipulations hormonales telles qu'on les a connues pendant plusieurs années? Bien non, il n'y a plus de place pour les manipulations hormonales. D'ailleurs, dans les recommandations du CCAFU, c'est un grade A. Ce qu'il n'y a plus, c'est surtout de place pour la manipulation hormonale et remettre en place un traitement par un anti-androgène de première génération. Deux études qui viennent dans ce sens. La première, STRIVE, qui est une phase 2 randomisée et qui randomise chez des patients métastatiques en progression, c'est-à-dire en résistance à la castration, l'enzalutamide 160 mg versus bicalutamide 50 mg. Le critère principal est la survie sans progression, radiologique ou clinique. Et cette étude montre bien une différence nette en faveur de l'enzalutamide avec une survie sans progression de 19 mois versus 5,7 mois dans le bras bicalutamide. La deuxième étude a le même design, c'est l'étude terrain, c'est une phase 2 également, avec par contre des patients qui sont plutôt métastatiques, mais toujours résistants à la castration, chimio-naïfs, randomisés en deux bras, enzalutamide 160 mg versus bicalutamide, encore une fois 50 mg, avec également comme critère principal la PFS. On voit les mêmes résultats, c'est-à-dire une amélioration en faveur du bras enzalutamide, de la survie sans progression de 19 mois versus 5 mois dans le bras bicalutamide. Ces deux études nous ont permis de faire des recommandations en 2016 qui stipulent que la manipulation hormonale n'a plus aucun intérêt en 2016. Il faut aussi rajouter, mais je ne l'ai pas montré dans les études, qu'il n'y a plus non plus de place pour le blocage androgénique complet, qui est également une recommandation de grade A. Concernant ensuite la maladie M0-CRPC, donc pour l'instant il n'y a aucune AMM. On est en attente de 3 belles études randomisées qui sont Aramis, Prosper et Spartan. Donc pour l'instant, à part les inclusions dans les essais cliniques, on ne peut pas statuer sur le traitement chez le M0-CRPC. On est dans une situation qu'on connaît actuellement avec une émergence de plusieurs molécules qui ont donné
des avantages en survie, que ce soit avant, après chimiothérapie. On a les hormonothérapies de nouvelle génération, l'acétate d'abiraterone dont on a parlé, l'enzalutamide. On a des chimiothérapies qui fonctionnent, le docétaxel, le cabazitaxel. Il y a d'autres éléments qui sont disponibles qu'on n'a pas en France, mais qui ont prouvé une efficacité, le radium, le cipu, le sel. Actuellement, avec 4 molécules disponibles, on a un choix théorique de 24 situations. Philippe, comment est-ce qu'on peut définir une stratégie pour ces patients résistants à la castration, à la fois en première ligne et en deuxième ligne? Bien, on va essayer d'être simple. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, quand on comparait indirectement les études entre acétate d'abiraterone et enzalutamide, on avait des résultats relativement comparables avec des populations qui n'étaient pas stricto sensu quand même identiques. Et on a eu cette année la première étude randomisée qui normalement était une étude de séquence, c'est-à-dire qu'on regardait soit la séquence abiraterone suivie d'enzalutamide, soit la séquence enzalutamide suivie d'acétate d'abiraterone. Alors, malheureusement, on n'a eu que la première partie de la réponse, c'est-à-dire la première randomisation entre acétate d'abiraterone et enzalutamide. Et finalement, sur cette étude, qui est une étude limitée de phase 2 randomisée, on peut voir deux choses. Un, qu'il y a un peu plus de réponse PSA avec l'enzalutamide, mais ça on le savait déjà, puisqu'on bloque le récepteur. Mais quand on regarde le temps jusqu'à progression du PSA, c'est relativement comparable. Donc aujourd'hui, les données que l'on a, c'est que choisir l'une ou l'autre de ces hormonothérapies en première intention, je dirais, est tout à fait recevable. Il n'y en a pas une qui se dégage par rapport à l'autre. La deuxième chose qui est importante, c'est les résistances croisées. C'est Johan Loriot qui avait le premier rapporté ces résistantes après enzalutamide. Il avait un taux de réponse excessivement bas avec l'acétate d'abiraterone, de l'ordre de 8% pour une médiane de durée de réponse de 2 mois et demi. Donc il y a réellement des résistances croisées. Dans l'autre sens également, il y a des résistances croisées. Avec la recherche de facteurs prédictifs de ces résistances, et vous savez, toute la publicité qui avait été faite autour des données d'Antonorakis sur les variants d'épissage, et notamment sur la RV7, avec un message qui apparaissait très clair, quasiment noir-blanc. Quand vous aviez la RV7, eh bien, vous étiez résistant aux 2 hormonothérapies de nouvelle génération. Quand vous n'aviez pas, vous pouvez avoir des réponses thérapeutiques. Alors, cette année à l'ASCO, on va rester plus pragmatique parce qu'on se demandait si on allait pouvoir disposer de, je dirais, des conditions techniques pour avoir à notre portée, dans notre pratique quotidienne, cette accessibilité au statut d'ARV7. Je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions parce que une grande étude qui s'appelle Armor 3 a montré que c'était très difficile. C'était une étude qui était censée poser la question de, quand vous aviez la RV7, est-ce qu'un nouveau médicament qui s'appelle galétérone pouvait apporter un bénéfice par rapport à l'enzalutamide? Alors, vous pouvez être très simple. On part de 953 patients. Vous voyez qu'il n'y en a que 34% qui ont des cellules tumorales circulantes, puisque vous pouvez regarder ce statut d'ARV7 que sur les cellules tumorales circulantes. Donc ça vous fait plus que 322 patients. Quand vous regardez lesquels ont de la RV7, il y en a 23%, donc il vous reste 73 patients. Et ceux qui sont randomisables, il y en a que 38 à la sortie, c'est-à-dire vous passez 900 malades à la sortie pour avoir 38 malades. Vous imaginez bien que dans votre quotidien, alors que ça c'est dans le cadre d'un essai thérapeutique, où on s'est donné tous les moyens d'étudier correctement le statut d'ARV7, je crois qu'il ne faut pas rêver, malheureusement. Vous avez sans doute un bon facteur prédictif pour la recherche, mais quelque chose qui ne sera pas à votre disposition demain, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs prédictifs potentiels? Il n'y a rien réellement qui se dégage. Peut-être quand même l'amplification du récepteur, qui est un facteur peut-être de résistance. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on va en faire demain dans notre pratique? Je ne crois pas qu'on disposera de facteurs prédictifs biologiques comme ça accessibles facilement. Dans la pratique quotidienne, les essais d'analyse de séquences ne reposent que sur des données rétrospectives, notamment cette étude européenne sur les 260 premiers malades qui regardaient des séquences avec après docétaxel sur la chimiothérapie par cabazitaxel ou les nouvelles hormonothérapies ou les séquences de nouvelles hormonothérapies. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude parce que c'est très rétrospectif, mais je crois qu'il ne se dégage aucune séquence. Mais qu'il faut avoir, encore une fois, des idées simples. Vous avez 2 coups de fusil qui marchent, celui d'une nouvelle hormonothérapie, celui du docétaxel. Et après, il faut essayer de donner une 3e ligne thérapeutique, sans doute pas plus par le cabazitaxel.
et proposer éventuellement, si vous aviez accès au radium, ce type d'approche ou des essais thérapeutiques, parce que maintenant, il y a de nouvelles opportunités peut-être pour aller chercher des traitements ciblés. Très bonne transition sur la stratégie d'après l'échec en deuxième ligne. Philippe, on était dans une situation d'échec et puis on voit des choses apparaître qui sont presque des thérapies ciblées, ou en tout cas c'est peut-être déjà le début des thérapies personnalisées. Peut-être là des thérapies plus individualisées au moins, avec des données partant de la génomique, avec une très belle étude de Robinson dans Cell. Et je me concentrais sur 2 axes, parce que ces axes sont assez fréquents au plan des anomalies génomiques. La première, ce sont les anomalies des gènes de réparation de l'ADN. Et en phase de métastatique, résistance à la castration, il y a environ entre 20 et 25% d'anomalies, donc qui peuvent déboucher sur des traitements ciblés. Et une anomalie qui est très importante aussi, c'est la perte de la fonction de Pitten, un axe vraiment très important qui peut aller jusqu'à, vous voyez, 49% dans l'étude de Robinson et qui pourrait bénéficier là aussi de traitements ciblés. Alors, 3 articles majeurs, et ils sont majeurs, vous voyez, puisque tous les 3 sont publiés dans le New England Journal of Medicine. Donc celui de Robinson dont on vient de parler, celui de Matteo sur le traitement par olaparib des formes qui ont des mutations sur les gènes de réparation de l'ADN. Et puis, le troisième, c'est la découverte, finalement, d'une fréquence élevée d'anomalies constitutionnelles sur ces gènes de réparation de l'ADN, et qui va, comme corollaire, déboucher sans doute sur des consultations d'oncogénétique plus fréquentes sur des patients qui peuvent avoir un environnement qui laisse supposer de ces anomalies constitutionnelles, notamment sur BRCA2. Vous voyez que les gènes de réparation de l'ADN, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a de multiples, avec des fonctions multiples de ces gènes de réparation de l'ADN, en retenant essentiellement BRCA2, ATM, et puis tout ce qui est mismatch repair. La troisième étude, c'est l'étude de Pritchard, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça, c'est une étude qui est partie des premières données de Robinson. Robinson avait travaillé sur 200 tumeurs environ. Là, on est à plus de 600 tumeurs. Il a regroupé plusieurs équipes internationales. Et il a regardé les anomalies sur les gènes de réparation de l'ADN qui étaient d'ordre constitutionnel. Sur les tumeurs, je dirais, de présentation habituelle, au premier diagnostic, généralement, on a environ, comme dans les cancers du sein, 2% des tumeurs qui sont mutées BRCA2. Et donc, ça ne vaut pas le coup d'adresser les patients en oncogénétique. Mais quand vous voyez la présentation de celles qui sont métastatiques, et notamment métastatiques d'emblée, on va arriver sur un chiffre, vous voyez, qui est l'ordre de 11,8%. Et là, donc, on a une sélection parce que ces tumeurs qui ont des anomalies sur les gènes de réparation de l'ADN sont plus graves. Et donc, de ce fait-là, sont plus métastatiques. Et dans ces formes métastatiques d'emblée, il va falloir sans doute aller rechercher ces anomalies génomiques. Pourquoi ? Parce qu'elle débouche sur des traitements, et c'était donc la publication dans le New England Journal of Medicine, toujours par l'équipe de Bono, avec donc une étude de phase 2 qui s'adressait à des tumeurs qui avaient finalement été traitées par toutes les nouvelles hormonothérapies, par des chimiothérapies, et il y a eu un séquençage de ces tumeurs avec un traitement par olaparib délivré à la fois à celles qui étaient avec des mutations sur ces gènes de réparation de l'ADN ou pas, et le message est un peu noir-blanc aussi, alors méfions-nous avec les données d'Antonorakis, mais enfin, ne répondait pratiquement que les tumeurs qui avaient ces anomalies sur des gènes de réparation de l'ADN. Et quand on regarde le bénéfice, il n'est pas seulement en réponse, parce que vous avez des survies sans progression radiologique qui sont importantes, pratiquement, vous voyez, pratiquement 10 mois, 9,8 mois en médiane. Sur des patients polytraités, c'est plutôt assez remarquable, avec une médiane de survie de l'ordre de 13 mois. Donc vraiment une piste importante. Aujourd'hui, les études de phase 3 sont en cours. Peut-être dernière nouveauté, puisque l'article est tout récent, il a maintenant un mois. L'équipe londonienne, toujours. Vous avez sans doute entendu parler des mutations d'ESPOP. On vous a dit que c'était des tumeurs plus graves. Ces tumeurs-là sont caractérisées par des pertes de fonction de ce qu'on appelle CHD1, qui sont en fait des gènes qui codent pour des protéines qui vont agir sur l'environnement de la chromatine. Et quand vous avez des anomalies d'ESPOP, des mutations d'ESPOP, ce sont des tumeurs qui répondent particulièrement à l'olaparib et aux carboplatines dans ce modèle animal, mais également, ils ont un cas de patient comme ça.
Et peut-être qu'il faudra aller chercher, par séquençage, la toute petite sous-population de ces tumeurs qui sera plus sensible à la chimiothérapie peut-être que pour la biratérone, puisque un des messages importants de ce que vous a dit François tout à l'heure, c'est que le score de Gleason n'est pas prédictif soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie, et que peut-être il faudra aller chercher des sous-populations comme ça pour avoir certains facteurs prédictifs pour mieux distinguer les patients qu'il faut traiter par chimio ou par hormonothérapie. Dernier point sur la perte de fonction de PTEN, c'est les données que l'on a eues qui sont en cours de publication, qui ont été présentées à la SCO-GU, où on ajoute à l'acétate d'abiraterone un inhibiteur d'AKT qui joue sur PTEN. Et dans la sous-population où il y a une perte de fonction de PTEN, on a un effet bénéfique d'une molécule qui s'appelle l'abatacertib. C'est en cours de validation dans une étude de phase 3 en cours. Donc ça ouvre là aussi de nouvelles perspectives sur des traitements ciblés dans une sous-population de cancer de prostate qui présente ce type d'anomalie. L'immunothérapie, c'est quoi? C'est de la légende, c'est du fantasme pour le cancer de la prostate ou il y a un vrai rationnel, Philippe? Non, je crois qu'il faut, aujourd'hui, c'est en cours dans beaucoup de tumeurs. Il est normal qu'on se pose la question dans le cancer de prostate. Et c'est normal de se poser la question avec les traitements personnalisés, parce qu'on sait aussi qu'il y a en fonction des sous-types, d'anomalies génomiques, on a des réponses particulières à l'immunothérapie. Alors, dans les cancers de prostate, c'est très hétérogène en génomique. Et on a pu chercher, je vous l'ai dit, donc, un certain nombre par la médecine de précision, par le séquençage, des anomalies qui pouvaient bénéficier de éventuellement de ciblage très personnalisé. C'est vraiment du domaine de la recherche pour l'instant. Et sur l'immunothérapie, c'est sûr qu'on peut se poser le problème parce qu'il y a de nombreux antigènes cibles, vous l'avez vu. Il peut y avoir, c'est sans doute des sous-populations graves qui pourraient avoir des anomalies sur les altérations notamment les mismatch repair, qui permettraient d'avoir l'expression de nouveaux néoantigènes. Néanmoins, pour le moment, les premières études sont plutôt décevantes. Il y a des essais en cours. Il y a des données qui s'étaient, avec le cipulacel T, qui laissaient entrevoir des possibilités quand même, néanmoins, de réponse à l'immunothérapie. Donc je crois que là, il va falloir attendre les essais qui sont en cours à l'heure actuelle. Il y a des tas d'associations. Aucune conclusion n'est possible aujourd'hui sur l'ouverture. Ce qu'il faut dire, c'est que de façon générale, vraisemblablement, il n'y aura pas de développement sur l'ensemble des populations de cancer de prostate, mais peut-être sur des cibles particulières, ça pourrait être intéressant. Merci Philippe pour ces éclaircissements. Merci JB. Donc on arrive au terme de cette émission. Vous voyez, sur une actualité 2017 sur le patient métastatique qui est majeure, sur le patient métastatique hormonosensible, puisqu'en plus du docétaxel qui est juste recommandé depuis 2016 dans les dernières recommandations, il y a l'arrivée de l'acétate d'abiraterone avec des résultats qui sont absolument spectaculaires et les nouvelles recommandations sont en cours. Et puis, il faudra se poser des questions. Est-ce que ces patients qu'on va traiter au stade hormonosensible par du docétaxel, par de l'acétate d'abiraterone, est-ce qu'on verra les mêmes patients au stade résistant à la castration? Est-ce qu'on va générer des formes de nouvelles résistances? Est-ce qu'on va avoir des tumeurs plus agressives ou pas? Comment seront orchestrées les lignes de traitement au stade de résistance à la castration? C'est quelque chose qui reste tout à fait inconnu et on est en train de rebattre les cartes à l'évidence. Et puis on voit que chez le patient qui est résistant à la castration, pour lequel on commence à avoir des données assez solides sur les traitements par les hormonothérapies nouvelle génération, par la chimiothérapie, eh bien, en échec de ces lignes de traitement, il y a des nouvelles pistes qui apparaissent chez les patients qui ont des mutations des gènes de réparation de l'ADN ou des pertes de PTEN. Donc beaucoup d'espoir et beaucoup d'actualité à suivre pour le cancer de prostate métastatique. Donc merci à vous deux. Et il est temps de passer la parole à Arnaud Méjean pour les take-home messages de cette émission. À très bientôt. Merci. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer de la prostate. 6 points ont été discutés autour de François Rosé avec Jean-Baptiste Boval et Philippe Busbock. D'abord, la prise en charge actuelle du cancer de prostate métastatique hormonosensible. Les recommandations du CCAFU 2016
indique que l'hormonochimiothérapie de première ligne pour le traitement des cancers de prostate métastatiques hormonaux et chimio-naïfs est le traitement standard en cas de cancer d'emblée métastatique chez les patients dont l'état de santé est compatible avec l'usage du docétaxel. En d'autres termes, le traitement de référence est hormonothérapie plus docétaxel si le patient peut supporter une chimiothérapie. Pour autant, se pose la question des patients métastatiques de faible volume pour lesquels une chimiothérapie doit être discutée au cas par cas en RCP. Depuis l'ASCO 2017, il y a quelques semaines, il y a un changement clair de stratégie depuis la présentation des essais Latitude et Stampede qui vont strictement dans le même sens, avec des résultats similaires pour des patients cependant un peu différents. La question posée était de savoir quelle était la place de l'abiraterone en première ligne du cancer prostatique métastatique. L'essai Latitude avait pour objectif d'évaluer le bénéfice clinique de l'addition d'abiraterone plus prednisone à l'hormonothérapie chez les patients atteints d'un cancer prostatique hormonosensible métastatique à haut risque, nouvellement diagnostiqué. Le haut risque était défini par au moins 2 des 3 critères suivants. Score de Gleason supérieur à 8, présence de 3 lésions sur la scintigraphie osseuse ou présence de lésions viscérales mesurables. Il a été montré que l'addition d'abiraterone plus prednisone à l'hormonothérapie entraîne une amélioration significative de la survie globale, avec une réduction de 38% du risque de décès, un allongement significatif de la survie sans progression radiographique de 53% et de tous les critères secondaires de jugement, avec un excellent profil de tolérance globale. L'essai Stampede a donné des résultats tout à fait similaires. En conclusion, ces résultats montrent que l'addition d'abiraterone plus prednisone à l'hormonothérapie peut potentiellement être considérée comme le nouveau gold standard de soins chez les patients ayant un cancer de la prostate métastatique à haut risque. Le CCAFU va très prochainement modifier ses recommandations dans ce sens et dans cette indication en proposant l'association abiraterone plus 10 mg de prednisolone plus hormonothérapie. Le troisième point qui a été discuté a été de savoir si en cas de CRPC, c'est-à-dire de cancer de la prostate résistant à la castration, des manipulations hormonales peuvent encore être proposées. D'abord, il a été rappelé la définition actuelle de la résistance à la castration. Taux de testostéronémie de castration inférieur à 50 nanogrammes par décilitre et une progression biochimique définie par 2 augmentations de 50% au-dessus du nadir avec PSA supérieur à 2 nanogrammes par millilitre. Ou une progression radiologique, 2 nouvelles lésions à la scintigraphie osseuse ou une progression selon les critères RECIST. Il a ensuite été rappelé que les études de phase 2, STRIVE et Terrain, ont clairement montré le bénéfice de l'ajout de l'enzalutamide à une hormonothérapie, ce qui de facto exclut les manipulations hormonales, qui ont donc été retirées des critères de résistance à la castration et qui ne sont plus recommandées, de même que le blocage androgénique complet. Le quatrième point était de savoir quelle séquence thérapeutique pouvons-nous utiliser pour le traitement du CRPC, en pratique, enzalutamide versus abiraterone. Il ne semble pas qu'il y ait de bénéfices ou de risques à commencer par telle ou telle molécule. Il semble qu'il existe des résistances croisées entre les inhibiteurs de la voie du récepteur aux androgènes. Il n'existe pas de biomarqueur clairement défini et validé, et même l'ARV7, qui est sûrement très intéressant en recherche, n'est pas validé en pratique clinique. Finalement, il n'y a pas de preuve d'une séquence préférée par rapport à une autre. D'un point de vue pragmatique, il faut tenter de proposer toutes les classes thérapeutiques et donc ne pas louper de proposer la chimiothérapie, notamment trop tard. Le cinquième point a été de discuter des options en échec de deuxième ligne de traitement dans le CRPC. Là encore, des nouveautés, car l'étude génomique des CRPC a mis en évidence des mutations germinales des gènes de réparation de l'ADN. Il semble que de tels patients répondent à une nouvelle gamme de médicaments appelés inhibiteurs de PARP. L'olaparib, une molécule de cette gamme, a été testée en stade 2 en montrant une réponse antitumorale de 20 à 30% des cas. À titre informatif, il faut se rappeler que la moitié de ces mutations concernent BRCA2, qui est un gène suppresseur de tumeurs, retrouvé notamment dans les cancers familiaux du sein,
et qui peuvent conduire à des mastectomies préventives, ce qui a été le cas d'Angelina Jolie. Une autre voie de signalisation intéresserait la voie PI3K AKT-mTOR, avec une efficacité thérapeutique en utilisant un inhibiteur d'AKT, mais uniquement chez les patients ayant une perte de pitène. C'est vraiment le traitement hyper ciblé à la carte. En résumé donc, nouvelle gamme de traitements, inhibiteur de PARP, inhibiteur d'AKT. Enfin, le 6e point a été de faire l'état des lieux de l'immunothérapie dans cette indication, qui aujourd'hui n'offre pas de résultats concluants. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau module. Merci au sous-comité prostate, à François Rosé, Jean-Baptiste Boval, Philippe Busbock. Merci au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel. Merci à l'équipe technique. Nous vous donnons rendez-vous le 15 novembre prochain pour un nouveau module du CCAFU. Au revoir et à bientôt.